Puis, ben, on va passer directement à la présentation qui, en fait, va concerner l'étude de la corrosion des alliages de titane à haute température en milieu salin, avec l'apport des prévisions thermochimiques dans la compréhension des mécanismes réactionnels. Donc, c'est un travail qui a été initié à l'ICB, au laboratoire ICB à Dijon, et puis poursuivi jusqu'il n'y a pas très longtemps au CIRIMAT à Toulouse. Travail qui a été réalisé en collaboration avec Johanna Popa, Jean-Michel Brossard, Daniel Monceau et Sébastien Chevalier, pour la partie qui est présentée aujourd'hui. Alors, les alliages de titane sont largement utilisés dans l'aéronautique, vous le savez tous, notamment à cause de deux points forts, leur bonne propriété mécanique spécifique et leur bonne résistance à la corrosion aqueuse. Néanmoins, pour la partie composants haute température, pour lesquels ces alliages de titane sont utilisés, ces matériaux rencontrent deux points faibles, des problématiques de fluage à haute température et aussi des problématiques d'oxydation à haute température. Pour pallier ces limitations, des alliages de titane de plus en plus complexes ont été élaborés au fil du temps. Donc, avec pour les plus anciens, l'exemple du TA6V, et puis pour des alliages plus récents, le TI bêta 21S et le TI 6242S. En plus, donc, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, pour la partie oxydation de température, on a bien sûr l'oxydant classique qui est le dioxygène, voire la vapeur d'eau, mais on peut aussi avoir des espèces variées qui entrent en contact avec ces composants de température, tels que de la silice, par exemple, pour des pièces sur des avions qui volent au-dessus de zones désertiques, ou du chlorure de sodium pour les atmosphères marines. Et donc, on s'était posé la question d'évaluer l'impact d'un dépôt de NaCl sur ces composants de température. Donc, ça avait déjà été étudié par le passé, dans les années 60, à la fin des années 60, et reporté comme ayant un effet néfaste sur le comportement à haute température de ces pièces en alliage de titane. Il a aussi été reporté qu'on pouvait avoir une augmentation de la cinétique d'oxydation qui pouvait aller jusqu'à 2 ordres de grandeur, et que ce qui était manifestement impliqué dans cette dégradation de l'oxydation, de la tenue à l'oxydation, c'était la présence d'un mécanisme d'oxydation active avec des phénomènes d'oxydation externes et aussi internes, ce qui est beaucoup plus atypique dans le cas des alliages de titane. Et puis, plus récemment, on a mis en évidence une dégradation lors de cette oxydation active, une dégradation des propriétés mécaniques de peau, entre guillemets, au niveau des pièces, par oxydation intergranulaire, fissuration assez importante et même déchaussement des grains. Donc, pour vous donner un état de référence, j'ai choisi un extrait de nos travaux où en fait vous retrouvez donc des coupes transverses d'échantillons de différents alliages de titane oxydés pendant 600 heures à 560 degrés C sous air de laboratoire. Et en fait, on remarque que l'ordre de grandeur des produits de corrosion, donc des couches d'oxyde qui se forment sur ces matériaux pour ce type de traitement-là, va d'une centaine de nanomètres à quelques microns maximum. Si maintenant on réalise le même traitement avec un dépôt solide de NaCl à la surface des pièces, fait à froid puis porté à haute température à la surface des pièces, on observe, donc par exemple dans le cas du TA6V, un produit de corrosion externe qui est 15 fois plus épais. Donc avec quelque chose qui est beaucoup plus poreux, qui est beaucoup moins dense que tout à l'heure, et beaucoup plus hétérogène. On retrouve notamment avec notamment un oxyde ici en extrême surface riche en sodium, et puis du TiO2 en dessous, et une fissuration à l'interface métal-oxyde. Dans le cas du TI bêta 21S, cette fois-ci, la surépaisseur des produits de corrosion atteint 250 fois l'épaisseur initiale qu'on a pu observer dans un traitement sous air classique. Et on commence à voir apparaître les problématiques de tenue mécanique en peau de matériaux ici. Donc ici, juste sous la couche d'oxyde, avec des phénomènes d'oxydation intergranulaire et de déchaussement des grains. Et puis, dans le cas du TI6242, par exemple, même constat, une couche d'oxyde qui est 250 fois plus épaisse que sous le traitement homologue sous air seulement sans dépôt de NaCl, avec
à nouveau un oxyde riche en sodium à la surface du matériau, une couche épaisse de TiO2 assez poreuse, et puis en dessous, la précipitation d'oxyde pointeur, donc riche en zirconium ici, et juste en dessous, riche en aluminium. Et puis, vous pouvez aussi constater de manière plus flagrante encore ici sur cet alliage-là, la dégradation du substrat métallique juste en dessous les produits de corrosion, avec l'oxydation interne, de la fissuration massive dans cette zone d'oxydation interne, même en dessous, et du déchaussement de grains à cet endroit-là. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce qui se passe sur ces matériaux dans ces conditions très particulières-là, donc, on a fait une première étude bibliographique des données qui étaient disponibles. Et en fait, pour le mécanisme d'oxydation active, on a quelque chose qui a déjà été proposé récemment, donc en fait, qui tient compte d'une réaction initiatrice qui va correspondre en fait à la réaction du NaCl avec le TiO2 natif à la surface du matériau en présence d'oxygène pour donner un oxyde mixte sodium-titane et du dichlore. Ce dichlore va venir réagir avec le substrat métallique pour donner un chlorure métallique gazeux qui, au contact de l'oxygène et d'une pression partielle d'oxygène suffisante, va se réoxyder et relarguer le chlore qui, en fait, représente la boucle d'oxydation active avec un mécanisme auto-entretenu par le dichlore gazeux. Le problème avec ce schéma-là, c'est que la réaction initiatrice proposée ici possède une enthalpie positive. Donc, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, c'est compliqué d'envisager un mécanisme réactionnel si la première étape initiatrice n'est thermodynamiquement pas favorisée. Donc, en faisant le calcul, on a identifié que l'état physique des différents composés qui étaient impliqués dans cette réaction-là considérait du chlorure de sodium à l'état solide, ce qui n'est pas précisé ici. Donc, en refaisant les calculs, on a trouvé la même valeur pour du chlorure de sodium solide. Donc, on voit bien que la réaction n'est thermodynamiquement pas favorable. Si cette fois-ci, on prend du chlorure de sodium gazeux, on voit que la réaction devient thermodynamiquement permise et on justifie en fait cet état du NaCl par des calculs d'équilibre réalisés avec FactSage. C'est donc Jean-Michel Brossard qui avait réalisé ces calculs à l'époque, dans lesquels en fait on évalue via les données thermo la quantité de NaCl présente sous l'état gazeux en équilibre avec son solide à différentes températures. Et donc, à la température à laquelle on a réalisé 560 degrés, on remarque que, d'après le calcul, la tension de vapeur du NaCl s'élève à 3-10-7 bars environ, ce qui est confirmé par des mesures expérimentales qui ont été réalisées bien avant, dans les années 70. On justifie également le fait que le chlorure de sodium, dans cette réaction-là, soit sous la forme gazeuse, par l'observation expérimentale directe de résidus de chlorure de sodium à la surface des matériaux qu'on a étudiés, où on peut voir, en fait, au lieu d'avoir des grains de NaCl qui sont très géométriques, avec des arêtes et des coins très propres, quelque chose avec des arêtes beaucoup plus arrondies, de même que les coins, qui iraient dans le sens en fait d'une volatilisation du NaCl pour maintenir la tension de vapeur à l'équilibre via du coup les sites d'évaporation préférentielle que sont les arêtes et les coins du cristal. Dans un second temps, on va s'intéresser aussi à la deuxième réaction de ce mécanisme d'oxydation active-là, qui fait intervenir en fait le dichlore relâché pendant la première réaction et la formation d'un chlorure gazeux. Donc ici, on voit que ce qui est invoqué comme espèce est le TiCl2. On sait que plusieurs types de chlorure de titane existent. Donc on retrouve le TiCl2, le TiCl3 et le TiCl4. Pourquoi avoir pris celui-là ? On a choisi de vérifier. Et en fait, on se rend compte que pour le même type de calcul que réalisé précédemment, donc par calcul d'équilibre thermodynamique entre le solide et le gaz correspondant,
pour les différentes espèces de chlorure de titane, on se rend compte que le plus abondant, en fait, serait le TiCl4 et le moins abondant, le TiCl2. Si on regarde aussi, donc, qui a un lien évidemment avec ces différentes tensions de vapeur, les différents points de fusion et points d'ébullition de ces différents chlorures, on remarque qu'à la température à laquelle on a travaillé, à 560 degrés C, le TiCl2 serait encore solide, alors que le TiCl3 serait liquide, tout comme le TiCl4. Donc, n'en ayant pas observé a posteriori sur les échantillons, on pourrait quand même exclure la présence de TiCl2 de ce système-là. Il nous resterait ensuite le TiCl4 et le TiCl3 qui se trouveraient à l'état liquide à la température de traitement, mais on n'en a pas non plus observé post-mortem sur les coupes transverses des échantillons. Et on voit que pour avoir un mécanisme à l'état gazeux, on a beaucoup moins d'espèces gazeuses à 560 degrés C pour le TiCl3 que pour le TiCl4, qui est beaucoup plus abondant, avec presque 7 ordres de grandeur plus abondant, qui est encore plus abondant même que le TiCl2. Donc on va préférentiellement retenir le TiCl4 pour cette réaction-là, plutôt que le TiCl2 qui avait été proposé initialement. Et puis pour finir, donc pour essayer de relier un petit peu tout ça et imaginer spatialement comment se déroule ce mécanisme, on va utiliser ce qu'a présenté Stéphane tout à l'heure, donc qui est l'outil diagramme de prédominance. Ici, non plus en fonction de la pression partielle en oxygène et de celle en azote, mais de la pression partielle en oxygène et de celle en chlore, qui est l'espèce gazeuse relâchée par la première réaction initiatrice. Donc on retrouve dans ce diagramme en fait 3 grands domaines. Ici, dans la partie inférieure à gauche, le domaine oxyde. Dans la partie supérieure à droite, pardon, dans la partie supérieure à gauche, le domaine de stabilité des chlorures. Et puis, pour des P de Cl2 et des P2O2 suffisamment basses, le domaine de stabilité métallique. Donc, si on reprend la configuration de notre problème, on va essayer de se positionner spatialement dans ce diagramme en positionnant dans un premier temps l'interface oxyde-gaz, dont on connaît la P2O2 et dont on a estimé la P de Cl2 à 10-10 par un petit calcul approximatif d'équilibre. Si on réfléchit au mécanisme qui avait été proposé, donc on suppose que le dichlore va diffuser au travers de la couche d'oxyde et réagir avec les éléments de la matrice métallique. Donc si on diffuse au travers de la couche d'oxyde, c'est ce qui a été présenté par Stéphane tout à l'heure, on va à minima diminuer la P2O2 sans forcément toucher la P de Cl2. Et au mieux, diminuer cette P2O2 et augmenter la P de Cl2. Donc en fait, en traversant la couche d'oxyde pour aller vers le substrat métallique, on va se promener dans cette zone-là en passant du domaine oxyde au domaine chlorure. Et donc, si on essaie de placer ça sur un schéma réactionnel avec la localisation des différentes étapes, on peut imaginer que dans un premier temps, en fait, la tension de vapeur du NaCl va venir réagir avec le TiO2 natif à la surface du matériau en présence de dioxygène pour donner un oxyde mixte sodium-titane et relarguer du dichlore. Donc, cet oxyde mixte, un souci avec les animations. Non, c'est bon. Donc, cet oxyde mixte va précipiter dans la partie externe de la couche pendant que le dichlore va diffuser, une partie va diffuser au travers de cette couche-là pour réagir avec le substrat métallique, former le chlorure gazeux le plus stable et dont une partie va rediffuser au travers de la couche d'oxyde. Et au moment où ce chlorure va rencontrer une zone dans laquelle la P2O2 est suffisamment importante, la P2O2 critique à partir de laquelle le composé n'est plus stable, va reprécipiter sous la forme de TiO2, relarguer le dichlore qui va repartir dans la boucle et ainsi alimenter le mécanisme d'oxydation active tel qu'imaginé. Si on passe maintenant à un cas un petit peu plus compliqué à partir de ce premier mécanisme-là qui était donc établi dans le cas du titane seul, un cas relativement simple. Si on s'intéresse maintenant à un cas un petit peu plus compliqué, typiquement ici celui du Ti6242S, dans lequel en fait dans les produits de corrosion, on retrouve plus seulement l'oxyde mixte sodium-titane et le TiO2, mais également des oxydes riches en aluminium et en zirconium. On va essayer d'identifier l'origine de la stratification, telle qu'on la voit expérimentalement, de ces différents produits de corrosion. Donc pour ça, en fait,
partir du diagramme de prédominance que je viens de vous présenter, donc ici avec le titane seulement, et puis superposer le diagramme de prédominance de chaque élément d'addition pris dans son état pur. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout superposé. Et globalement, ce qu'on peut en tirer, c'est, si je reprends le pointeur, c'est qu'en passant de la partie ici, interface oxyde-gaz, à la partie interface métal-oxyde, on va pouvoir identifier à partir de l'intersection successive de toutes ces droites qui déterminent en fait l'équilibre de stabilité entre l'oxyde et le chlorure, une séquence théorique d'oxydes qu'on devrait observer dans notre matériau. Donc, à savoir, dans l'ordre d'intersection des différentes droites d'équilibre, l'oxyde de molybdène, l'oxyde d'étain, le TiO2, la zircone, la silice et puis l'alumine. Ce qu'on observe expérimentalement, c'est une séquence légèrement différente, à savoir que on a donc la précipitation en surface de notre oxyde mixte sodium-titane issu de la réaction initiatrice, et en dessous, directement, le TiO2, la zircone et puis l'alumine, sans présence d'oxyde de molybdène, d'étain ou de silice. Et donc, pour essayer de comprendre pourquoi ces composés-là n'étaient pas stables, n'étaient pas présents, pardon, on peut invoquer plusieurs hypothèses. La première concerne l'oxyde de molybdène, qui est connu pour être très volatile à ces températures-là. Et donc, en fait, on ne sait pas si ce composé ne se forme pas du tout, parce que si on revient à la slide d'avant, on voit que la pression partielle en chlore nécessaire à sa formation est très élevée, ou si ce composé se forme, s'évapore suffisamment rapidement pour qu'on n'en trouve aucune trace post-mortem sur les coupes transverses des échantillons. Idem pour l'oxyde d'étain, moins l'hypothèse de la volatilisation, plus l'hypothèse de stabilité très faible des chlorures, qui nécessite une P2 de Cl2 suffisamment importante, très importante, beaucoup plus importante que pour les autres métaux pour former le chlorure. Et puis finalement, le cas de la silice qui est absente, dont on pense en fait qu'elle est présente, mais comme l'élément d'addition est présent en infime quantité initialement dans l'alliage, si on reprend le diagramme, en fait, on voit que la courbe droite de stabilité du métal avec le chlorure est quand même relativement basse et proche des autres métaux. Donc, on pense que la silice se formerait, mais comme le silicium est présent en infime quantité dans le matériau, l'oxyde serait dilué dans tous les autres produits de corrosion. Et donc, si on reprend la stabilité relative des différents chlorures et oxydes respectifs et les trois éléments d'addition qui restent, on peut, d'après le diagramme de prédominance, confirmer qu'on a bien du TiO2 en surface, juste sous l'oxyde mixte, suivi de la zircone, suivi de l'alumine, avant de rencontrer le substrat métallique. Et ce que je propose ici, c'est le diagramme similaire à celui proposé tout à l'heure dans le cas du TI seul, adapté au cas du TI624.2 avec les trois éléments d'addition qui réagissent massivement lors des traitements. Et donc en conclusion, ce qu'on peut tirer de cette approche, en fait, c'est que en utilisant les prévisions thermochimiques, on peut tenter d'identifier certains intermédiaires réactionnels dans une boucle de réaction assez complexe comme celle qui est évoquée ici, qui par nature sont très difficilement observables expérimentalement. On peut aussi, via ces prévisions thermochimiques, qui, même simplifiées, peuvent apporter des éléments de compréhension sur des phénomènes complexes qui sont mis en jeu. Et puis finalement, ce qui est le plus important, c'est que ça permet d'apporter des éléments de compréhension aux phénomènes qui sont impliqués ici, qui est en fait l'élément essentiel pour commencer à initier des solutions potentielles pour pallier ce problème-là. Et en perspective, ce qu'on peut proposer pour aller plus loin dans ce type de travail, c'est de gagner en précision sur les prévisions thermochimiques en tenant compte, par exemple, de l'activité réelle de chaque élément dans l'alliage, qui n'a pas été le cas pour le diagramme de prédominance, où on a pris les éléments dans leur état pur, donc une activité de 1. Et donc, prendre en compte l'activité réelle permettrait de réajuster un petit peu la position de ces différentes droites, voire éventuellement, peut-être de les croiser, on ne sait pas.
On pourrait aussi évaluer l'impact de l'évolution temporelle de l'activité de ces éléments métalliques sur le mécanisme d'oxydation active. Est-ce qu'on a une précipitation simultanée des différents produits de corrosion ou est-ce qu'on a plutôt une précipitation séquentielle avec l'oxyde le plus stable, puis le second, puis le troisième, et on repart à zéro dans un mécanisme un peu cyclique. Et puis finalement, tenter, via ces outils, de faire le lien avec l'évolution de la composante interne du phénomène d'oxydation que je n'ai pas présenté ici, mais qui est assez complexe et très atypique dans le cas des alliages de titane. Voilà, je vous remercie pour votre attention.